Et oui, vous l'avez compris, la pêche sera aussi au menu de cette émission en ligne à demi-heure. Nous parlons de cette éruption cutanée qui fait ravage. Parmi les pêcheurs, 50 cas ont déjà été signalés. Nous aurons le ministre porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo, dans cette émission dans un court instant. Sinon, pour faire deux en un, nous nous intéresserons à la seule société de pêche industrielle en Guinée. Plusieurs non-dits ont émaillé sa gestion ces dernières années. Tamba Félix Milimono les verra un coin du voile sur ce dossier. Mais avant, on l'a appris comme tout le monde, ces cas de maladie, éruption cutanée, on voit ça s'apparente à des gales. Pour l'instant, on ne connaît pas un peu le phénomène qui serait l'agent causal de cette maladie. Mais des cas sont signalés, des malades seraient du côté de Donka. Oui, effectivement. Selon les informations qu'on apprend aujourd'hui, il y aurait à peu près 50 pêcheurs aujourd'hui qui auraient contracté cette pathologie en haute mer. En haute mer déjà. Ce qu'il faut dire, c'est que les symptômes qu'on voit en général, ce sont les démangeaisons, ce sont des maux de tête, ce sont des fièvres, c'est la fatigue, c'est les lésions cutanées. C'est ce qui se voit aujourd'hui. Et ça préoccupe. Et aujourd'hui, les questions à se poser, c'est voir est-ce qu'aujourd'hui l'État, les pouvoirs publics ont fait des prélèvements au niveau de la peau, au niveau des os, pour envoyer ça vers les laboratoires, pour en savoir beaucoup plus sur le sujet-là, afin de comprendre justement qu'est-ce qui serait à l'origine de ça, qu'est-ce qui aurait causé ça, quelles sont les mesures. Voir les images à l'instant T à la télé. Aujourd'hui qui sont prises justement pour pouvoir pallier à ça. Quel est le soutien qu'on accompagne à ces personnes qui sont déjà victimes, sans oublier les conséquences que ça peut avoir non seulement du point de vue économique, mais aussi du point de vue social vis-à-vis de ces pêcheurs-là, mais de la population en général. Donc, en un mot, voici ces quelques interrogations qu'on aimerait bien entendu poser au porte-parole du gouvernement pour avoir plus d'informations. Nous avons le ministre Ousmane Gawal avec nous. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Allez-y, Emmanuel. Alors, monsieur le ministre, nous avons appris par des canaux officiels la découverte de cette pathologie-là. La première question, c'est est-ce qu'à date, il y a des dispositions qui sont prises pour ceux qui ont attrapé la maladie? Et l'autre question, rapidement, pour l'instant, il y a des recherches qui sont en train d'être faites pour comprendre un peu l'agent causal. Mais dites-nous comment ça date de quand, comment c'est arrivé et on apprend qu'il y a une batterie aussi de mesures que vous êtes en train de mettre en place. Oui, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a vraiment, c'est en début de semaine que nous avons commencé à enregistrer l'arrivée des patients qui se plaignaient de ces brûlures et des démangeaisons. Et lorsque le volume a atteint un certain niveau, parce que à ce date, il y a un peu moins de 50 personnes qui ont été consultées, et donc la plupart d'entre eux sont en suivi ambulatoire, et certains sont pris en charge à l'hôpital. Donc dès qu'ils ont le nombre a grossi, les dispositions ont été prises. Madame la ministre de la Pêche, qui a été la première personne alertée, a pris les dispositions avec le ministre de la Santé, pour la prise en charge de ces gens-là. Et donc, un conseil interministériel de crise a été mis en place sous la présidence du chef du gouvernement. Et des laboratoires ont été mobilisés pour analyser. Alors, bien sûr, dans pareil cas, toutes les rumeurs sortent. Alors, on apprend que peut-être que c'est un bateau qui a fait un dégazage de trop-plein ou de fond de cuve de carburant qui aurait contaminé un peu les eaux ou rejeter quelques produits toxiques, etc. Donc, de toute façon, les recherches sont en train d'être menées. La gendarmerie maritime aussi est mobilisée pour essayer de suivre toutes les informations qui lui sont remontées pour éventuellement tracer le problème. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'indication que c'est contagieux entre personnes. Physique déjà, pour ne pas qu'il y ait de la psychose dans la société. Les personnes qui sont affectées, c'est des gens qui ont été directement en contact avec le liquide et donc qui ont ressenti ces brûlures quelques heures et quelques jours après. Donc il y en a qui ont des brûlures sur les bras, d'autres sur le visage, d'autres c'est sur les parties génitales, etc. Donc voilà. En tout cas, les dispositions sont prises du point de vue sanitaire et la prise en charge des patients. Et un conseil ministériel est fait avec le ministère de la Défense, le ministère de la Santé, le ministère de la Pêche et de l'Aquaculture, le ministère de porte-parole. Et donc des dispositions sont en train d'être
au fur et à mesure réajuster en fonction des informations qui nous remontent. Donc, tout est mis en œuvre pour l'instant pour contrôler le phénomène et ensuite les investigations, aussi bien du point de vue médical que sécuritaire, sont en train d'être menées pour pouvoir comprendre l'origine du phénomène et éventuellement prendre les mesures adéquates. Et justement, avant de donner la parole à Félix, monsieur le ministre, puisque l'hypothèse des bateaux qui auraient lâché, disons, des produits en mer, est-ce que cette hypothèse, vous l'avez poussée un peu plus loin, est-ce que vous avez une idée aujourd'hui de ces bateaux qui seraient à l'origine de cette situation? Non, c'est des informations et la gendarmerie maritime est effectivement mobilisée pour ça. Pour l'instant, il n'y a pas de bateau spécialement arraisonné pour ça, mais les investigations se poursuivent. Et si c'est le cas, des dispositions vont être prises. Donc, la gendarmerie maritime, donc l'hélicoptère de l'armée aussi tourne un peu dans les parages pour pouvoir éventuellement identifier les bateaux qui sont dans les périmètres là, pour pouvoir essayer de réunir le maximum d'éléments pour l'enquête qui est en cours. D'accord, allez-y Félix. Oui, monsieur le ministre, par rapport à la prise en charge, là, donc on apprend que ceux qui ont contracté la pathologie sont du côté de Donkame. Est-ce que nos laboratoires aujourd'hui sont suffisamment équipés pour pouvoir quand même détecter la pathologie très rapidement? Ah oui, les laboratoires, d'abord, c'est pas forcément dit que c'est une bactérie, ça peut être juste c'est peut-être un agent pathogène, je sais pas si c'est un virus ou une bactérie, mais il y a les laboratoires, même le laboratoire des mines qui est à Conakry est suffisamment équipé pour détecter tout type de substances toxiques de cette nature. Le laboratoire national de la géologie est équipé pour faire ça. L'hôpital donc est équipé pour analyser ce type d'échantillonnage. Et donc oui, il y a des solutions même dans les laboratoires privés. Le laboratoire allemand sur la corniche d'Andrea, il y a des laboratoires dans des hôpitaux privés ici et dans des structures publiques qui sont équipés pour éventuellement l'Institut Pasteur est là. Il y a beaucoup de solutions de laboratoires pour trouver des solutions. D'accord, allez-y. Allez-y, Alassane Sakou. Monsieur le ministre, cette maladie a été révélée non seulement au niveau du port artisanal de Bonfi. On sait que Bonfi, le port de Bonfi est le plus prisé des ports artisanaux où débarquent beaucoup de poissons et de différentes qualités, il faut le rappeler. Alors, qu'en est-il sur place à Bonfi là-bas? Et à Gbessia aussi. Et à Gbessia, puisque c'est en haute mer que ces pêcheurs artisanaux ont contracté cette maladie. Qu'en est-il même sur ces lieux-là? Des mesures, est-ce que des mesures sont prises? Et les poissons qui se retrouveraient dans les marchés de Conakry et bien au-delà. La première chose, c'est d'isoler les patients pour s'assurer qu'ils ne sont pas contagieux. Et ce qui a été fait. C'est pour ça que j'ai commencé par dire qu'il n'y a pas de preuve à date pour montrer que c'est contagieux d'une personne à une autre personne. Donc, c'est pas un virus. Donc, ça, une fois qu'il l'a pris, en ce moment-là, des mesures sanitaires sont faites, c'est-à-dire que le renforcement de ceux qui débarquent des poissons pour accroître les mesures vétérinaires, c'est-à-dire que pour l'analyse des poissons qui vont être distribués sur le marché. Donc, des mesures sanitaires et sécuritaires sont sur le port de Bonfi et sur le port de Gbessia. C'est les deux débarcadères qui sont concernés et qui font l'objet de renforcement de contrôles sanitaires et sécuritaires. D'accord, allez-y, Caps. Voilà, alors, monsieur le ministre, par la même occasion, hier au Conseil des ministres, vous rendiez compte concernant l'OGP, désormais qui devient un régulateur. Et finalement, l'aspect la régie publicitaire sort des prérogatives de l'OGP. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire plus sur ce sujet-là? Vous savez, nous essayons de créer de la rectification institutionnelle, comme c'est l'engagement dans les projets de refondation. La rectification institutionnelle est un chapitre qui est important. Aujourd'hui, l'OGP, il est à la fois une régie, c'est-à-dire celui qui fait la compétition, et un arbitre, celui qui joue le rôle de régulateur. Alors, en même temps, joueur et arbitre, ça fait un mauvais genre. Et de plus en plus, les acteurs du secteur veulent avoir une compétition saine entre ceux qui compétissent et un arbitre impartial. Donc, nous essayons de créer de l'harmonisation. Maintenant, ça, c'est un projet de loi. Il faut qu'il passe à l'examen du Parlement, de l'Assemblée du CNT. Si le CNT l'entérine, il en sera ainsi. On aura un arbitre. C'est le même dysfonctionnement qu'il y avait au niveau des jeux, où à l'époque, la LONAGUI jouait à la fois en tant qu'acteur des jeux, mais aussi organe régulateur. Et il a produit ce que ça produit. Donc, on a travaillé là-dessus. Maintenant, qui est-ce qui va porter la régie
qui était au niveau de l'OGP, cette réflexion, le ministère de la Communication la fera, parce que j'ai dû intervenir en son absence, parce que j'assure sa suppléance lorsqu'elle n'est pas là. Et donc, quand elle viendra, une autre partie de la réflexion viendra pour dire vers quelle structure publique on transfère la régie qui était au niveau de l'OGP. Mais en tous les cas, c'est une clarification qui est forte, qui est importante, à l'instar de ce qui est dans le secteur des télécommunications, où on a là répété qui est l'arbitre, et puis les entreprises du secteur qui font la compétition. Alors, monsieur le ministre, si l'OGP désormais ne devient que le régulateur, finalement, est-ce qu'on pourrait s'attendre au changement de nom? C'est pas forcément le changement de nom, c'est la mission qui change. C'est la mission qui change parce qu'il assumait déjà le rôle de régulateur avant. Donc c'est sa mission qui va être plus précisée et exclut tout ce qui est superflu ou tout ce qui vient entraver ou dénaturer l'objectif, la mission du régulateur qu'il va devenir dans les prochains mois. D'accord. Allez-y, Babila, d'autres sujets, d'autres questions. On profite rapidement avec lui. Moi, je voudrais vous entendre sur cette sortie du ministre de la Justice, menaçant, entre guillemets, la primature pour avoir convoqué des magistrats. Qu'est-ce qui a filtré au niveau du Conseil des ministres par rapport justement à cette attitude du garde des Sceaux? Je ne vais pas en rajouter, s'il vous plaît. Je pense que le courrier du ministre est là et le chef du gouvernement est là. Il assume sa fonction de chef de gouvernement. Je pense qu'il ne faut pas voir à chaque sortie de source de crise. Donc nous travaillons. Ça n'a pas fait l'objet de discussion en Conseil de ministres parce que ce n'est pas vu comme vous le présentez, ce n'est pas vu comme une crise. Et donc le Conseil de ministres ne s'est pas penché sur ça. Donc vous nous dites ce matin que la primature ne voit pas des mauvais oeils cette démarche du ministre de la Justice. Je dis simplement que je n'en fais pas de commentaires là-dessus. D'accord. Allez-y, Caps. Alors, monsieur le ministre, est-ce qu'on peut déjà dire, récemment vous étiez dans une tournée internationale, est-ce que ce sont des fruits de vos tournées? Mais dans la même occasion, monsieur le ministre, on aimerait vous entendre sur votre sortie quant à l'hommage qui serait rendu sur la dépouille de Adjadjene Kaba. Non, quand il y a des gains de coopération, il faut le mettre au crédit du chef de l'État d'abord en premier et du ministre des Affaires étrangères. Oui, mais on sait quand même que vous êtes très bien introduit du côté du Rwanda. Vous avez certainement pesé dans la balance. C'est d'abord le travail que M. Sandang est en train d'effectuer. Et puis, la relation personnelle du chef de l'État. Vous savez, les ministres ne font que des missions du chef de l'État et du Premier ministre lorsque le président est dans des dispositions, puisqu'il est en contact direct avec ses homologues de partout. C'est lui qui détient la clé de la coopération internationale. Et donc, quand il y a du succès, je pense qu'il faut lui rendre ce mérite-là. Et c'est comme ça. Et après, il y a le ministre des Affaires étrangères. Nous autres, nous ne sommes que des accessoires dans la coopération internationale. Monsieur le ministre, oui, avant de partir sur la deuxième question de Cap sur le cas Yéné, mais on reste d'abord avec le Rwanda. Allez-y, Babila. Le Rwanda, cette autre question, vous le savez au même titre que moi, le Rwanda, l'autre modèle rwandais, c'est bien dans le domaine de la salubrité publique. Vous avez énuméré tout à l'heure les domaines de coopération sans toucher à ce point. Est-ce que, avec tout ce problème lié à la gestion des déchets aujourd'hui à Conakry, est-ce que vous ne pensez pas que le modèle rwandais pouvait aider l'État guinéen à pallier à cette problématique sociétale et environnementale en même temps? Bien sûr, le ministère de l'Environnement était le premier qui a fait le déplacement au Rwanda pour voir et étudier avec de nombreux cadres du département pour apprendre de ce phénomène-là, de cet exploit qu'ils ont fait. Mais si vous prenez le secteur des télécommunications, j'en parlais, le Rwanda, c'est près de 97% de couverture de leur pays en termes d'infrastructure du téléphone. Et ça, c'est très important. Bien sûr, c'est un pays qui est 10 fois plus petit que la Guinée, mais le maillage qui a été fait, le résultat qu'ils obtiennent, c'est quelque chose d'extraordinaire par rapport à ça. Donc la gestion des déchets peut aussi trouver ici, ils peuvent nous exporter, ils peuvent nous amener de l'expérience dans ce qu'ils font parce que ce pays est quand même extraordinairement propre, organisé. Les mécanismes de tri, de ramassage, de gestion des déchets, c'est quelque chose qui inspire beaucoup de pays du monde.
Allez-y, Cap. Alors monsieur le ministre, dernière question. On voulait vous entendre dans votre dernière sortie. Vous parliez de l'hommage que vous souhaitez rendre à la dépouille de Adja Djenekaba. Dites-nous en plus. Non, le gouvernement, sous les instructions du chef de l'État, a décidé de rendre des hommages à l'ancienne première dame en Guinée pour un certain nombre de faits. Son implication pour l'émancipation de la femme, pour la protection de la petite enfance, pour beaucoup d'autres choses qu'elle a faites et que nous préférons retenir dans les actions qu'elle a menées lorsqu'elle était première dame dans notre pays. Et je pense qu'elle le mérite et les autorités assument la responsabilité de rendre hommage à cette dame et à sa famille. D'accord, allez-y. Monsieur le porte-parole du gouvernement, l'autre question qu'on est amené à se poser, le porte-parole de la famille nous faisait savoir que les deux familles de Djené et de son époux s'étaient mises ensemble pour trouver un accord afin d'aller vers le gouvernement pour définir ensemble la stratégie pour rendre hommage à la dame. Est-ce que vous ne pensez pas que le gouvernement est allé un peu trop vite en besogne quand on sait que les réunions de famille prennent assez de temps en Afrique? Non, je pense qu'il faut vous-même que vous compreniez qu'est-ce que ça veut dire une personnalité publique importante, qui joue un rôle important dans un pays, et cela ne se fait pas à l'insu des familles, mais il y a un cas spécifique qui concerne les personnalités publiques. Lorsqu'elles décèdent, l'État est là pour rendre hommage. L'État n'est pas là pour se substituer à Paul Pierre, mais avec les uns et les autres, l'État vient aussi assumer sa responsabilité, celui d'honorer les personnes qui ont été à un moment ou à un autre à des responsabilités ou à des positions qui honorent notre pays. Et c'est comme ça que ça marche partout dans le monde. Et je pense que c'est important que cela soit souligné. Ce n'est pas seulement une question de famille ou de préfecture, c'est une question de la nation. D'accord. Que répondez-vous à ceux qui estiment que ces hommages annoncés ne seraient qu'un acte d'hypocrisie de la part de l'État, quand on sait qu'au lendemain du coup d'État, Djenekaba avait été dépossédé d'une certaine, si je peux me le permettre, de sa fondation, parce que les activités de sa fondation ont été arrêtées, le siège cadenassé. Nous apprenons également que son compte avait été gelé et par la suite, elle a été citée dans une procédure judiciaire. Que pour avoir subi tout cela, est-ce vraiment de la sainteté, une bonne foi de la rendre hommage aujourd'hui? Non, je vous invite simplement à vous informer. Tout ce que vous dites là ne sont que des approximations. Ça, je peux vous le garantir. Sans rentrer dans la polémique, informez-vous, c'est aussi votre responsabilité. Mais ce que vous dites là ne correspond pas à la réalité. Essayez de vous informer un peu plus et vous en saurez. Et c'est fondamental. D'accord. Voilà, monsieur le ministre, en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Et vous pouvez revenir ici quand vous voulez. On se retrouve dans un court instant. Le Before GG, et oui, l'actualité jusqu'aux portes de 12h, on parle de la pêche. Au menu de cette émission, en ligne de mire, nous parlerons de cette éruption cutanée tout à l'heure avec le ministre. Sinon, pour faire 2 en 1, nous nous intéressons à la seule société de pêche industrielle en Guinée. Plusieurs non-dits ont émaillé sa gestion ces dernières années. Tamba Félix Milimono va lever un coin du voile sur cette situation. Félix qui est avec nous. Alors vous êtes intéressé un peu à ce secteur, notamment à cette entité. Oui, il est important aujourd'hui, Diba, de poser un certain nombre de regards sur la situation de la pêche en Guinée. Parce que dans d'autres pays, c'est un secteur quand même qui fait beaucoup d'actifs à l'État, qui quand même génère beaucoup d'argent dans le budget, dans le portefeuille de l'État. Mais en Guinée, depuis déjà des décennies, il y a quand même des difficultés à pouvoir véritablement avoir quelque chose de consistant dans le budget sortant donc de nos eaux. Donc il est important aujourd'hui de se projeter, d'apporter un certain nombre de regards par rapport notamment à la gestion de la pêche en Guinée. Il faut le dire, hein, il y a la pêche artisanale, peut-être nous avons le représentant de ces artisans qui prendra la parole, mais il y a aussi la pêche industrielle, qui est aujourd'hui très importante. Aujourd'hui, d'ailleurs, dont beaucoup de pays ont ouvert les portes. C'est vrai que c'est dévastatrice, mais ça génère quand même beaucoup de devises. Et donc, qui parle de pêche industrielle parle donc des grands bateaux qui vont donc pêcher et qui mobilisent assez de poissons, les traitent
pour la commercialisation. C'est un peu ça la pêche industrielle. Donc, lorsque nous revenons sur le constat en Guinée, c'est que la Guinée n'a qu'un seul industrie, comment dirais-je, de pêche. Une société. Une seule société de pêche. Donc, le complexe est situé donc au quai 7 du port de l'ex-Sogui-Pêche. Mais je vais donc revenir sur l'histoire. Comment c'est parti de Sogui-Pêche jusqu'à d'autres sociétés ont pris la main. Aujourd'hui, c'est la société Sipeco qui gère. Donc, c'est la société Sipeco qui gère. Donc, la société Sogui-Pêche a été la première société à signer un accord avec l'État guinéen. C'était donc les Français. Ça, c'était en 1985. Donc, ils signent un accord avec l'État guinéen. Donc, c'est une société mixte où l'État guinéen avait des parts et aussi, comment dirais-je, la France qui avait également investi avait des parts. Donc, la Guinée avait 51%, la France avait 49%. Donc, la société a été gérée de 85 à 95 pour des raisons politiques. Donc, ils se sont retirés. Donc, quand la France s'est donc retirée en 95, le ministère de la Pêche a repris la main. Donc, de 95 en 2000, c'est le ministère de la Pêche qui gérait la société, comment dirais-je, Sogui-Pêche. Mais on a constaté quelques difficultés quand même dans la gestion. Parce que le ministère, en tant que département, qui gère en même temps la société, il était difficile donc de faire subvivre cette société. Donc en 2000, ils ont décidé de passer la main à la société Sibouruma, à la société Sibouruma de Bobo Denke. Donc, le monsieur prend donc... Ah, Bobo Denke. Oui, d'accord. Donc, le monsieur donc prend la main de Sogui-Pêche, qui va donc s'appeler désormais Sibouruma sous les auspices, bien entendu, de Bobo Denke. Donc, de 2000 à 2010, c'est lui qui va donc gérer cette société. En 2010, Alpha Condé est venu au pouvoir. Donc de 2010, en 2012, il n'y avait véritablement pas d'éclaircissement par rapport à la gestion de la société. Donc, c'est resté vacant. À partir donc de 2012, il y a eu d'autres contrats. Donc, ils ont passé la main à la société actuelle qui gère comment dirais-je, l'entreprise. Donc, le 12 avril 2012, à maintenant, une convention d'exploitation signée en faveur de la société Cofrima du groupe AON de la Mauritanie sur la base d'un engagement à apporter 20 bateaux. Sur la base donc d'un engagement. La convention qui a été signée, bien la entendu. Société mauritanienne. Cofrima, oui, mauritanienne. Donc, sur un engagement à apporter 20 bateaux à l'État guinéen. De 2012 à nos jours, il faut déjà compter les années. Aucun bateau, vous pouvez aller vérifier pour nos auditeurs, aucun bateau pour le moment n'a été constaté. Et mieux, dans la convention, il revient à l'État guinéen 65% des parts et à la société Cofrima qui est finalement gérée par Sipeco 65% des parts. Et donc aujourd'hui les 20 bateaux dont la société avait donc promis à la Guinée, finalement on n'en sait pas qu'est-ce qui s'est passé, qui jusque-là on n'a pas encore reçu ces 20 bateaux. Ce qui fait mal, Djiba, c'est lorsque vous partez au niveau des statistiques. Parce qu'en réalité, la pêche industrielle devrait quand même engager. Oui, quand même, dire 20 bateaux et à date, ne pas avoir de bateaux. À date, et ne pas avoir de bateaux. Oui. Donc, quand on revient aux statistiques, vous prenez de 85 jusqu'en 2023, jusqu'en 2019, parce que les statistiques de 2022-2023, ça, elles sont récentes. La contribution la plus élevée au budget national en 10 ans a été de 66 milliards de francs guinéens. Et ça, c'était en 2018. À 66 milliards de francs guinéens. Donc, quand vous faites la monnaie en devise, ça fait 6 millions de dollars. Pendant qu'au Sénégal, en 2019, rien que, comment dirais-je, la contribution du segment industriel est élevée à 200
94 milliards 294 533 milliards de francs CFA. Donc quand vous monétisez ça en devise, ça fait 500 millions de dollars. Oui. Comparé à la Guinée, où on parle de 6 millions de dollars. Comparé à la Guinée, 6 millions de dollars. Donc on se pose donc la question, comment la Guinée ne peut-elle pas, parce qu'il faut le rappeler, nous avons quand même nos eaux maritimes, la superficie de 300 et quelques kilomètres. On parle de 200 000 nautiques. 200 000 et quelque chose comme ça. Nautique, et donc, comment tout ça ne peut pas rapporter de l'argent à la Guinée? Donc, même sans oublier qu'on a un plateau continental qui est favorable. Si vous demandez quelques spécialistes d'ailleurs, ils vous disent si la Guinée gère bien son plateau continental, elle peut engager assez d'argent, mieux que les mines d'ailleurs, parce que il faut le dire. Le secteur de la pêche apporte beaucoup. Évidemment, le secteur de la pêche apporte beaucoup. Il est bon de faire des fois un comparatif entre la Guinée et d'autres pays qui nous entourent, parce que c'est important. Quand on parle souvent, on pense que on a du dédain pour notre pays ou on veut rabaisser la Guinée. C'est pas ça. Il est important de copier aussi le modèle des autres. Mais aujourd'hui, ce sont les sociétés chinoises et les autres qui pêchent dans nos eaux. Je reviens par rapport à ça. Et les poissons sont envoyés de l'autre côté, dans la sous-région. Je reviens par rapport à ça. Oui. Au Sénégal, aujourd'hui, il existe 130 usines agréées, dont 77 par l'Union européenne. 130 usines agréées, dont 77 par l'Union européenne, pendant que nous n'avons que un. Et sur les 130 usines, ils ont 136 bateaux, dont 100 bateaux sénégalais. Posez-vous la question, la Guinée a combien de bateaux? 100 bateaux sénégalais. Le Sénégal a 100 bateaux qui les appartiennent. Et donc, comment dirais-je, 35 bateaux européens. Et ces chiffres, hein, c'est public. Dès que vous partez, même en termes de recherche, le ministère de la Pêche et de l'économie maritime du Sénégal vous met ça à disposition. Donc, on revient à la Guinée. La plupart des bateaux qui pêchent en Guinée, ce sont des bateaux chinois. Ce sont des bateaux chinois. Et donc, on se pose la question, est-ce qu'il y a un accord de pêche entre la Chine et la Guinée? Il n'y a pas d'accord de pêche entre la Chine et la Guinée. Ce qui fait que, quand on pêche nos poissons, on part dans ces pays limitrophes pour traiter, après on les vend. Et c'est comme un peu les mines. On ne sait pas réellement la quantité de bauxite que nous exportons. C'est quand le partenaire, par exemple, pas traité, on vous dit, bon, c'est ce que... tout récemment, ils ont... Ça, c'est tout récemment, hein. Mais il y a encore quelques années en arrière, c'était le cas. Oui, c'était le cas. On disait 70 millions de tonnes par an. On part en traite, on vous envoie... Sur la base de rien. C'est à peu près un peu ce qui se passe dans la pêche. Oui. Les bateaux qui viennent, ne vous attendez pas, ce sont des hommes d'affaires quand même, ne vous attendez pas à ce que vous donnent des chiffres réels. Donc il appartient donc à l'État guinéen au moins de signer un accord de pêche. Je vais vous lire un bout du communiqué sénégalais qui date de 2020 par rapport aux accords de pêche. Aucun navire battant pavillon étranger ne peut, en l'état actuel de la réglementation sénégalaise, obtenir une licence de pêche au Sénégal si ce n'est sur la base d'un accord de pêche. Or, le Sénégal n'a d'accord de pêche qu'avec l'Union européenne, la Gambie, le Cap-Vert, la Mauritanie, la Guinée-Bissau et le Libéria. La Chine n'ayant pas signé d'accord de pêche avec le Sénégal, aucune licence de pêche n'est alors accordée à un bateau battant pavillon chinois. Il est important de le rappeler. Et chez nous, oui, allez-y. Une précision. Dans ce cadre-là, en Guinée, la Guinée ne disposant pas de société nationale de pêche pour des conventions avec les États, c'est des entrepreneurs dans le secteur de la pêche qui ont accès à la licence. Et en République de Guinée, il faut être obligatoirement guinéen pour disposer de la licence. C'est pourquoi ces bateaux chinois disposent de licences guinéennes porté par des nationaux. Donc, il faut préciser que c'est des Guinéens. Même la société qui est là actuelle, c'est une société mixte. Oui, avec la participation de l'État. Il fut un moment, aujourd'hui, il fut un moment, par exemple, il y a eu des témoignages comme quoi, par exemple, Sony de Pêche, on avait fait tout sous Lansana Conté pour ne pas qu'un Guinéen, quand même, ait une société dans le secteur. Donc, pratiquement, c'était détenu par des... Mais aujourd'hui... Oui. Il y a beaucoup de sociétés, en tout cas beaucoup de Guinéens qui disposent de licences de pêche, et qui traitent avec ces étrangers, ces Chinois. D'accord. Donc ce sont des Guinéens qui ont la paternité, qui peuvent décider d'arrêter.
Il y a la licence, je vais vous dire une chose. Il n'y a qu'un seul Guinéen qui a des bateaux. Il va finir. Il faut faire la vente des licences, par exemple, ne peut pas envoyer assez de devises à l'État. Ça, c'est vrai. Ça, il faut qu'on soit un peu clair là-dessus. Et donc, c'est la capacité, par exemple, de production d'un État à travers ses unités industrielles qui peut apporter assez de devises à l'État. On peut vendre assez de licences, hein, mais ça ne peut pas véritablement apporter. Justement, c'est pourquoi vivement le débat avec non seulement le ministère, on fera tout pour les avoir dans cette émission, pour parler de ce secteur névralgique avec toutes les ressources que nous avons. On a suivi la sortie de la ministre. On en parlera au niveau du Conseil national de la transition. Également, on fait tout pour avoir M. Bakary du CNSP, le centre de surveillance, et aussi la préfecture maritime, émission spéciale. On y travaille dessus et il devrait accepter de prendre la parole puisque le public doit savoir réellement ce qui se passe dans ce secteur. Justement, par rapport au secteur de la pêche également, en fait, aujourd'hui, en Guinée, il n'y a qu'un Guinéen qui a pris le malheur sur lui d'acheter des bateaux et de les mettre en mer. C'était Bobodi. Et depuis que ces bateaux sont tombés en panne, il n'y a pas moyen de les dépanner en République de Guinée. L'État ne dispose pas de centre technique d'entretien des bateaux. La dernière fois qu'on a reçu, je crois c'était dans les informés, un monsieur qui parlait de l'école de la marine, juste en face de l'état-major de la marine à Kaloum. Cette école, les élèves font des pratiques sur des équipements vieux ou des fois inexistants. Donc aujourd'hui, il y a quand même matière à investir dans le secteur de la pêche. Mais ça doit venir de l'État. Quand Félix ressort le fait que même la société qui est là n'appartient qu'en partie à l'État, c'est normal. En Guinée, on a décidé de tout brader. Quand on a de l'économie, le libéralisme structurel, le libéralisme. Quand on a voulu s'ouvrir au capitalisme, on n'a pas réfléchi, on n'a pas mûri notre transition. On a ouvert la voie à tout. Donc ça fait que tout a pénétré et tout est parti avec. Aujourd'hui, la Guinée ne dispose pas de flotte nationale. La marine qui en dispose n'en a pas suffisamment. Et le secteur de la pêche quand même, qui est un secteur porteur de croissance, quand on sait les devises qui entrent, aujourd'hui la Guinée n'est obligée que de se consoler avec les licences qu'elle délivre aux nationaux. Et même ça, vous verrez que ces nationaux qui viennent solliciter les licences travaillent avec des étrangers parce que les Guinéens ne peuvent pas s'offrir les prix des flottes. Je suis en train de travailler sur un document, sur une enquête, l'économie maritime en République de Guinée, la pêche et l'économie maritime. Vous vous rendrez compte qu'en République de Guinée, c'est en fait l'entretien d'un bateau fait minimum 50 000 $ dans la sous-région. 50 000 $, ça c'est le minimum qu'on puisse dépenser dans l'entretien. Le centre à Robané, pour ceux qui connaissent le Cerescor, vous verrez, vous constaterez qu'à l'arrière, vers le bord de la mer, il y a un ancien, ce qui ressemble à un ancien espace d'entretien des bateaux et autres. Le centre est fermé depuis des lustres. Personne ne pense à investir là. Pendant que les taxes que l'État, les performances économiques que l'État se fixe chaque année pourraient être comblées par ne serait-ce qu'un centre comme tel. Et de l'autre côté, les Guinéens aujourd'hui sont tous acteurs de la pêche, mais soit sous-traitants pour des navires étrangers parce qu'ils prennent la licence, ou dans la pêche artisanale. Et la pêche artisanale ne rapporte pas. Et pour ceux qui prennent les licences pour les bateaux étrangers et qui collaborent avec eux, n'ont quand même pas la primeur du choix du poisson. C'est pourquoi on a des qualités piètres de poissons sur notre marché, pendant qu'on envoie la bonne qualité ailleurs. Et leur force, une précision importante, se repose sur les mareyeuses. Ce sont ces dames qui financent le départ des bateaux en haute mer, aller pêcher au retour. On leur met ces poissons à disposition pour qu'elles... Il va finir et chacun aura sa réaction. Allez-y, Félix. On a donc poussé les informations par rapport à Sipeco, qui gère actuellement le complexe industriel. Il reviendrait donc que les 35% normalement qui devaient revenir à l'État, les 15% seraient distribués entre des tierces personnes, ce qui aurait de facto fait rétracter l'investisseur a quand même investi son argent à partir du moment où il sait déjà que ce sont des personnes qui tiraient déjà gain. On reviendra largement sur cette information, mais ce que je veux dire, si la Guinée arrive très sincèrement à maîtriser ce côté industriel de la pêche, je crois que c'est de l'argent. C'est de l'argent.
ça ne sert à rien aujourd'hui de dire qu'à cause de la démographie galopante de notre pays, on n'arrive pas à approvisionner nos marchés. Cet argument ne tient pas. Ce n'est pas un argument qui tient. C'est parce qu'on pêche nos poissons, on les vend dans la sous-région. Et même au niveau, parce qu'on aura M. Callot tout à l'heure, on va un peu parler de ça, du secteur avec lui. On prend les poissons, on les vend à l'Union européenne, on les revend aux Chinois. Après, le reste des poissons, les bonnes qualités, c'est ailleurs. Pourtant, on les prend chez nous ici. Après, le reste, on met sur notre marché. Est-ce qui est déplorable, Félix? Et ce qui est très déplorable. Moi, ce que je veux dire, il faut aujourd'hui organiser véritablement. J'ai l'impression que le ministère de la Pêche n'est là que pour vendre les licences. Très sincèrement. Oui. Parce que il n'y a véritablement pas. Il y avait ce projet que le président Alpha Condé avait engagé avec les pirogues, comment dirais-je, ça avait commencé à Kamsa, et finalement le projet a été logé à Finland Festbank. Posez-vous la question aujourd'hui, où se trouve ce projet? Où se trouve ce projet? Et donc, on a l'impression que le ministère de la Pêche dort, mais en réalité, c'est de l'argent. Et depuis déjà plusieurs années, la Guinée ne fait que perdre de l'argent. Et finalement, non seulement on n'a pas un poisson, mais on n'a pas aussi d'argent. Justement, en devise. Merci beaucoup, Félix, pour ces précisions. Nous avons notre invité avec nous sur ce plateau, Monsieur Idrissa Callot, c'est ça, hein? Oui. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avant de parler de votre secteur, ces cas de maladie de ces pêcheurs, 50 cas, on a vu ces images qui sont aujourd'hui alitées à l'hôpital Donka. Certainement vous êtes au courant de ça. Est-ce que on vous a un peu dit qu'est-ce qui s'est véritablement passé en haute mer et qu'est-ce qui est en train d'être fait à votre niveau, au niveau de votre confédération? Merci bien, merci de l'invitation. C'est avant-hier que certains pêcheurs sont rentrés de la mer. Et ils se sont dirigés directement chez eux parce qu'ils n'avaient pas considéré l'infection tellement comme ça. Mais vu maintenant le nombre de personnes qui quittaient en mer, parce qu'il faudrait comprendre que il y a eu 8 embarcations de bonnes filles qui sont incriminées dans ça. Il y a eu 5 à 6 embarcations de Bessia Port aussi. Donc les pêcheurs venaient maintenant, chacun se plaignait et ils se sont dirigés vers les responsables locaux de ces débarcadères pour présenter ces symptômes qui sont là, parce que il faudrait comprendre que certains, même leurs parties intimes étaient touchées, donc ils sont venus maintenant poser ce problème et les autorités ont remonté l'information. On a été sur le terrain pour constater les faits et il y a eu 53 qui ont été enregistrés à Bonfiport. Directement, Madame la ministre a donné des instructions pour que ces pêcheurs-là soient à l'hôpital d'urgence pour qu'ils soient pris en charge. Donc parmi les 53, il y a eu 25 qui étaient en état un peu grave, donc ils ont été admis. Il y a 4 qui ont resté à l'hôpital hier, donc ils ont mis les autres en suivi. Donc ce matin, on vient de nous informer qu'il y a 2 autres cas signalés au port de Bolobinet. Donc ceci là aussi en train d'être conduit maintenant là à l'hôpital Donka. Voilà, allez-y, Félix et Emmanuel. Alors, par rapport, compte tenu du fait qu'il y a ce constat-là qui est posé, est-ce que à date, des gens continuent à aller en mer où il y a eu une décision de tout simplement attendre à ce que la situation soit... Est-ce qu'on vous a dit qu'est-ce qui serait... Ils sont entrés en contact avec quoi? Est-ce qu'on vous a donné des informations? En fait, le contact, c'est avec... ils ont dit que un des pêcheurs a dit que à côté d'eux, parce qu'ils pouvaient pas s'approcher au navire parce que une embarcation de pêche artisanale, il y a une grande distance qui va rester entre le navire et la pirogue, donc il peut pas s'approcher. Donc ils avaient dû constater un navire, ils ne pourront pas le décrire aussi, mais qui était en train de déverser quelque chose en mer. Donc ils ne savent pas de quoi il s'agit, mais ça a changé la couleur de l'eau de la partie. Donc il s'est dit que même si vous ne touchez pas l'eau, mais la chaleur qui fait monter, ça touche les peaux et directement, donc ça les infecte et comme ça. Donc c'est comme ça que les a arrivés.
Ma question. Voilà. Emmanuel. Voilà. Donc je disais, est-ce que les pêcheurs continuent à aller à mer ou il y a une décision d'attendre à ce que la situation soit maîtrisée? En fait, c'est pas tous les types de pêche qui sont concernés, parce que ceux qui utilisent les filets d'abord, pour le moment, il n'y a pas de cas signalés à ce niveau, mais c'est ceux qui utilisent les lignes qui ont ces cas-là qui sont signalés. Donc, à Bonfils, ça a été dit aux pêcheurs de limiter la sortie, surtout à cette zone qui est signalée, parce qu'on nous parle, les pêcheurs nous ont dit de la zone de 240, 250 jusqu'à 300. Ça veut dire que en face de la mer vers Kassa, en allant vers choses comme ça, vous n'arrivez pas à Kamsa, mais en allant vers Kamsa, la mer, donc c'est cette partie-là qui est concernée. D'autres nous parlent aussi de la zone 50, 60 jusqu'à 80. Non, en fait, cette zone, nous n'avons pas reçu de cas d'abord, parce que cette zone, c'est vers la Sierra Leone, donc on n'a pas, il n'y a pas eu de cas qui nous ont été remontés à cette zone. Voilà, et quand j'ai échangé hier avec un des acteurs, justement, qui m'a confié cette information, qui est au port de Bonfils, il dit qu'ils accusent les navires minéraliers d'être, n'est-ce pas, la cause de cette maladie, parce que ils disent que ces navires d'ailleurs causent assez de tort aux pêcheurs artisanaux par le fait du déversement des produits chimiques souvent en haute mer, que cela impacte négativement votre secteur. Qu'en dites-vous? Non, il faudrait comprendre qu'on a toujours signalé cela. Les minériers causent énormes problèmes à la pêche artisanale. Pas seulement pour déverser, mais il faudrait comprendre que beaucoup d'accidents aujourd'hui en mer, c'est des minériers qui les causent sur les petites embarcations. Ça fait 2 mois de cela, les navires minériers est monté sur des pirogues à Sozo, à Bofa. Il y a eu des cas de mort, donc il n'y a pas eu de suite là-dessus. Vous avez vu que Fatala est récupéré par les minériers, donc les bateaux, de commencer de Kamsa jusqu'à Bofa, les minériers là ont récupéré les zones de pêche, de la pêche artisanale, donc ils jouent négativement sur les activités de la pêche artisanale. Donc pour signaler aussi, il faudrait que ces navires, ces gros navires minériers qui quittent dans des autres pays, vous savez que il y a certains pays, des puissances aujourd'hui qui ont des produits toxiques, ils ne savent pas comment se débarrasser. Donc ces navires viennent là vides. Donc en venant vide, ils peuvent négocier avec de gros sous. Donc ils peuvent arranger avec certains États, ça arrive dans d'autres pays que je ne pourrais pas citer, mais ils viennent avec ça. Donc en partant maintenant, s'ils sont chargés, ils se débarrassent, parce qu'il faudrait comprendre, quand le navire est dans l'eau, pour avoir l'équilibre, vous avez vu en bas, il faut de l'eau. L'eau sort par là, sort par là. Donc ils peuvent le prendre et venir le déverser chez nous. D'accord. Alors, oui, Babida. Est-ce que vous pensez, du côté de Kamsar notamment, est-ce que, parce que certains ont fait des dénonciations, est-ce que par endroit, ces acteurs, ces sociétés minières se livreraient, n'est-ce pas, de la pêche de façon clandestine, aux activités de pêche de façon clandestine dans les eaux guinéennes? Non, en fait, ils ne pourront pas pêcher parce qu'ils n'ont pas de matériel de pêche. Mais il faudrait comprendre que les zones qui sont réservées par les pêcheurs, donc c'est là-bas, parce que je vous ai dit que le navire, vous ne pouvez pas vous approcher du navire. Quand vous vous approchez du navire avec les mouvements seulement, il y a sûrement la pirogue va chavirer, ou bien ça va causer d'autres problèmes. Donc vous ne pouvez pas vous approcher là-bas, vous ne pourrez pas pêcher. Alors on va parler à présent des poissons. On a suivi la ministre tout récemment qui faisait une sortie. On parlait de cette rareté, en pénurie sur le marché national. Et dans sa communication, elle a laissé entrevoir que la démographie avait été à l'origine du problème. Mais est-ce que, à votre avis, c'est parce que tout simplement les poissons qu'on a chez nous sont revendus ailleurs? Quelle est votre part de vérité dans ce secteur assez névralgique? Qu'est-ce qui se passe véritablement? Pour ce cas précis, il faudrait que
vous, en tant que journaliste et d'autres personnes, puissent s'approcher vraiment aux techniciens de la pêche pour que qu'on puisse expliquer comment la pêche se passe. Pour le cas de la Guinée, parce qu'on parle de poissons de bonne qualité, il faudrait comprendre que c'est depuis 2006-2007, on ne pêche pas beaucoup de poissons de bonne qualité que les gens sont en train de parler qu'on exporte. Il faudrait comprendre que la Guinée a été suspendue par l'Union européenne en début 2007. Donc, la Guinée n'avait la pêche artisanale qui prévoyait cela, qui partait pêcher les doradiers et les sinapa que vous trouvez rarement aujourd'hui dans les différents marchés. C'est les pêcheurs artisans qui partaient pêcher et ils étaient subventionnés. Les sociétés de pêche qui faisaient l'exportation étaient subventionnées. Donc ils avaient des moyens pour construire des embarcations, des compagnies. Donc depuis cela, depuis que les activités là sont arrêtées, c'est ce qui a fait que les Chinois et les Coréens ont envahi les différentes débarcadères. Et les Chinois ne viennent que chercher ces espèces. Il n'y a que 2 espèces qui sont cherchées par les Chinois et les Coréens, qui est des bobos et les otolithes. Et ils viennent que pour ça. Ces otolithes-là aussi sont au niveau de ces côtes. Donc, parler des poissons de bonne qualité, c'est des manques de moyens pour partir les pêcher. Aujourd'hui, pour vous, véritablement, c'est un problème de moyens. Oui, c'est un problème de moyens parce qu'on ne peut pas parler d'exportation. Quand vous parlez aujourd'hui, mon frère a parlé l'exemple sur le Sénégal. On peut pas, la Guinée ne peut pas prendre l'exemple. Le Sénégal n'est pas un bon exemple pour la Guinée. Parce que le Sénégal n'a pas de poisson aujourd'hui. Le Sénégal n'a pas de poisson. Il faudrait que mon frère puisse se comprendre, prendre l'angle avec les acteurs du Sénégal. Le Sénégal n'a pas du tout de poisson. Et la Guinée, vous avez parlé tout de suite de notre plateau continental. Notre plateau continental est favorable plus que tout notre littoral. Parce que quand on parle de plateau continental, c'est comme la terre. Quand vous parlez, nous n'avons pas de profondeur. Et les poissons aiment beaucoup un tel plateau parce qu'ils sont proches du soleil. Ils sont proches du soleil. Oui. Et il faut comprendre que la forêt de la mangrove qui est là, qui est favorable, et les fleuves, les cours d'eau, nous avons plus de 1000 et quelques cours d'eau. Donc ces cours d'eau là sont favorables à la production de ces poissons. Donc si nous prenons l'exemple sur le Sénégal qui n'a pas de poisson aujourd'hui, la rareté, cherchez, quand vous allez aujourd'hui au Sénégal, le poisson coûte excessivement très cher. Très cher. Alors, lorsque vous parlez de moyens, c'est par rapport à quoi? Est-ce que c'est lié à quoi exactement? Non, quand je vous dis de moyens, il faudrait comprendre qu'une embarcation de pêche artisanale, pour la construction, il faudrait le minimum, une petite embarcation de ça là, il faut avoir 30 millions. C'est l'embarcation simple et le moteur coûte excessivement cher et les matériels. Quand vous réunissez tout cela, ça peut vous envoyer jusqu'à 80 millions. Et ça, c'est une petite embarcation. Quand vous calculez les autres embarcations, c'est de 200, ça pas à 200 et quelques millions et 300 millions. Une embarcation. Et vous prenez maintenant le coût du carburant. Le carburant n'est pas détaxé comme sur les autres pays quand même. Peut-être on peut prendre l'exemple sur ça. Donc sur les autres, le carburant est détaxé. Et aujourd'hui, il faudrait comprendre que le changement climatique en train de jouer. Ça, c'est partout dans le monde. Aujourd'hui, le poisson ne peut pas souffrir même en Chine. Parce que c'est la Chine qui est la première puissance aujourd'hui. La Chine, après la Chine, il y a la Russie, les États-Unis qui vont suivre derrière. Donc ces pays-là même ont des problèmes aujourd'hui de poissons. Donc il faudrait pas qu'on dise, mais il faudrait s'approcher aux techniciens pour que les techniciens aussi acceptent. Parce qu'il y a des cadres au niveau du ministère de la Pêche qui peuvent vraiment valablement expliquer les trucs pour que la population puisse comprendre. Pour ne pas qu'on dise des mots. Donc aujourd'hui, ce qui fait qu'il y a pénurie parfois, c'est parce que vous qui partiez à l'époque chercher les poissons, la pêche artisanale, vous n'avez pas assez de moyens. Aujourd'hui, il faut des moyens. Maintenant, l'argument qui revient souvent, qui est rentré dans les traditions, parce que c'est devenu le discours le plus courant, c'est de dire on prend nos poissons, on les revend. Donc pour vous, cette hypothèse ne tient pas. Non, ça ne tient pas parce que combien de poissons est exporté,
Combien est exporté? C'est peu. C'est combien est exporté? Donc pour pallier à la problématique aujourd'hui de la rareté du poisson sur le marché, il faut investir. Il faut investir dans la pêche artisanale. Non, il faut investir d'ailleurs dans la pêche. Vous avez vu que la pêche ne fait que rentrer l'argent à l'État. Mais là, vous avez vu qu'il n'y a pas d'investissement à la pêche. Quand vous prenez aujourd'hui au niveau de la pêche artisanale, il y a 235 débarcadères qui sont recensés. Sur les 235 débarcadères, il n'y a pas 10 aménagés. Et ceux qui sont aménagés aussi, il y a un manque aussi d'autres infrastructures qui doivent être là. Alors d'accord, là il dit quelque chose d'important. Vous dites que sur les 235, il y en a que environ. Quand vous prenez par exemple le débarcadère qu'on vient de mettre à la disposition des pêcheurs artisans, le débarcadère de Kaporo, vous avez vu, gros bisous, mais il y en a manque d'autres infrastructures. Oui. Alors, moi, je veux repartir sur certains contrats ou bien de conventions signées avec le Japon, par exemple, entre autres des ODEPAG. Qu'en est-il de ce projet? En fait, ça, c'est le début de la pêche. Parce que ça, c'était au niveau, parce que l'État gérait tout, qu'on parlait de l'ODEPAG. Et l'ODEPAG a profité à la construction de certains débarcadères. Et vous avez vu, par exemple, c'est de la question qui me fait interpeller, par exemple, un ancien cadre du ministère de la Pêche, qui est aujourd'hui le doyen Mamadi Keita, qui est au CNT, mais qui devait être au niveau de la commission là où il y a la pêche, pour contribuer, parce que lui, il a été le directeur de l'ODEPAG. Donc, il pouvait apporter beaucoup de choses, mais quand le doyen n'est pas dans la commission là où il y a la pêche qui s'éloigne. Pour pouvoir orienter les autres. Oui. Pour orienter les autres, pour que le débat soit là, pour qu'on puisse aider le secteur de la pêche. Donc aujourd'hui, il faut. Alors, l'autre question, c'est de comprendre, parce que vous perdez beaucoup quand les petites pirogues essaient de rentrer en collision ou bien qui viennent se frotter au gros accidentellement. Comment vous parvenez à avoir gain de cause? Parce que vous perdez non seulement les filets, parfois des moteurs. Comment vous parvenez à vous y prendre pour avoir ce problème-là se pose. Vous allez vous plaindre. Le premier problème, c'est là où vous vous plaignez. C'est là le problème. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que il y a certains services sont là, ils ne savent pas réellement qu'est-ce qu'ils doivent faire. Parce que quand vous prenez la préfecture maritime, c'est le préfet maritime qui coordonne les actions en mer. Par exemple, l'affaire de ces problèmes-là, de ces pêcheurs artisans-là, dans les conditions normales, le premier personne à être ici interpellé, pas Madame la ministre, parce que c'est les pêcheurs, mais c'est le préfet maritime, c'est la préfecture maritime qui coordonne les actions en mer. Parce que Madame la ministre ne peut pas interpeller même si d'autres secteurs, mais le préfet maritime, il y a tous les services sont là-bas, ils peuvent les interpeller directement. Parce qu'à travers l'AIS, on peut même comprendre quel est le navire qui était dans cette zone. Ça, il y a les équipements au niveau de la préfecture maritime. Mais quand vous posez les différents problèmes, ce sont toujours arrangés à l'amiable. Il n'y a pas de juste problème à arranger parce qu'il n'y a pas de service juste qui est là pour arranger ces différents problèmes. Mais toujours, il y a des accidents, des cas de mort, tout ça là. On vient, on vous donne peut-être des petits sacs de riz. Il y a eu au moins 10 personnes qui ont perdu la vue à Bofa à travers les sociétés minières. Et quand on nous apprend qu'au niveau de la surveillance de nos mers, qu'il n'y a que deux vedettes et aussi qui font des roulements qui parfois, le plus souvent, c'est la nuit que les grands bateaux viennent sur nos côtes pour opérer. Ce chiffre-là, avec un PIB de 1,98, on nous apprend au niveau de la pêche. À ce niveau, comment ça se passe? Mon frère, il faut comprendre que la surveillance, on peut faire la surveillance même s'il ne faut pas sortir.
La surveillance, on peut oui, faire justement, il y a des surveillances par satellite, il y a les surveillances, les vedettes et tout ça. Oui. Il faudrait que chacun accepte. Et puis il y a une coopération aussi entre les États sur ça. Puisse avancer le pays. Oui. Mais sinon, on peut surveiller la mer. On a même eu la chance de visiter cette tour de contrôle du CNSP. Donc justement, on peut dire que le Centre national de surveillance de la police de la pêcherie est absent. Non, on ne peut pas le dire parce qu'ils sont en train de mener des efforts. Oui. Il y a beaucoup d'efforts. Il y a eu quand même beaucoup de réformes au niveau du CNSP, beaucoup de réformes. Oui. Avant, il pouvait y avoir des milliers de bateaux qui pêchaient à mer sans licence. Mais aujourd'hui, la mer, il faut quand même reconnaître les efforts qu'il est en train de faire. Oui. Parce que quand vous prenez 2 fois, même le directeur de CNSP, lui-même, il sort à mer pour des patrouilles. Il s'est quand même démarqué toutes ces nominations qui ont eu lieu ces dernières années. Il faut vraiment il a même changé le centre. Actuel en train de mener certains efforts. Oui. Donc, il ne faut pas mettre tout à l'eau. Il faut encourager ceux qui travaillent. Est-ce que vous voulez nous faire comprendre que ce problème, cet autre problème qui régnait très souvent en haute mer, où les bateaux industriels venaient pêcher dans les zones réservées aux pêcheurs artisanaux, que ces problèmes ont cessé aujourd'hui? Oui, ces problèmes aujourd'hui sont diminués. Le problème existe au niveau de la pêche artisanale et la pêche semi-industrielle, qu'on disait pêche artisanale avancée. Donc ça aussi c'est différent des gros navires au niveau de la pêche industrielle. Voilà, il ne nous reste plus qu'à vous dire, monsieur Idrissa Kallo, merci. Peut-être un message à l'endroit des autorités? Un message à l'endroit des autorités, c'est que les autorités puissent prendre la pêche artisanale en compte. Et pour ne pas que ça soit seulement des discours priorité à la pêche artisanale, mais ils doivent se battre pour que les acteurs même soient formés, très bien formés, qu'on puisse même avoir des centres techniques de formation des pêcheurs artisans pour qu'on soit doté des nouvelles techniques de pêche. Aujourd'hui, quels sont vos liens avec les marieuses? Le lien avec les marieuses sont tous, le pêcheur prend du poisson, il donne aux marieuses pour partir vendre. Oui, parce que à un moment, il y avait quand même une division au sein d'elle, mais nous apprenons finalement Mme Konaté est arrivée à rapprocher les positions. Non, en fait, c'est des différentes positions, ce n'est pas comme ça des problèmes qu'on en parle. Quand vous vous trouvez, mais au fond, ce n'est pas comme ça des problèmes. Il n'y a pas tellement de problèmes qu'on veut, comment on veut poser la pêche. La spéculation aussi. Les gens qui ne sont pas dans le circuit, les gens qui ne sont pas dans le circuit, difficilement parfois gagnent le poisson. À Kenyam, par exemple, on dit, quand il y a pénurie de poissons sur nos marchés, on nous apprend souvent que à Kenya, il y a beaucoup de cartons, beaucoup de poissons, mais si vous n'êtes pas dans le circuit, vous ne pouvez pas avoir accès. Non, c'est pas facile parce que vous ne pouvez pas garder de poisson. Parce qu'il faut comprendre que... Non, au frais, les frigos de Kenya ne tiennent pas comme ça. Parce qu'il faudrait comprendre qu'on ne peut pas faire sortir le poisson une fois, 2 fois. Ce ne sont pas du poisson de bonne qualité maintenant. Ça se trouvera que ce n'est pas en bonne qualité. Donc, nous, actuellement, dans les ports artisanaux, les frigos de fortune, les femmes prennent les frigos que nous avons à la maison, elles mettent les glaces sur les poissons là-bas. C'est pour cela que j'inviterai les techniciens à parler, à communiquer. Parce que quand vous faites, même si c'est sur vous prenez du poisson frais, vous le faites rentrer dans votre congélateur, c'est congelé. Vous le faites sortir, c'est décongelé. Quand vous le faites rentrer encore pour le congeler, ce n'est pas de bon poisson. Et c'est ce qui arrive malheureusement aujourd'hui. Et même le goût et dossier d'enquête Babila est déçu sur la qualité des produits. Nous apprenons de ce côté. Et effectivement, il y a des choses qui se passent. Il y a des produits qu'on utilise pour essayer de les maintenir. Voilà. Beaucoup de choses. Merci M. Idrissa Kallo. Merci d'être passé. On va marquer une pause. On va recevoir notre dernier invité.